Qui nous fait ça. Et c'est parti. Bonjour, je suis Philippe Paillard, je suis président de BCW France et je suis très heureux et très honoré aujourd'hui de vous accueillir au sein de l'agence pour ce premier WISTalk, étape préalable importante avant la tenue du prochain sommet à Bordeaux en octobre. Le prochain sommet, deuxième édition du World Impact Summit. Lorsque j'ai rencontré Nicolas il y a 1 an et demi et que nous avons discuté d'un partenariat possible, j'ai tout de suite pensé que la clarté de ses idées, la force de son engagement, pouvait répondre à ce que vous voulez faire aussi au sein de l'agence. C'est-à-dire de donner du sens à certaines de nos actions, répondre aussi aux attentes d'engagement de certains de nos collaborateurs. Et puis, quelque part, c'est faire notre métier, puisque notre métier, c'est conseiller et accompagner les entreprises, les marques, les institutions dans leur transformation, en insistant sur un point clair, donner plus de sens et développer d'une manière sincère et transparente leur engagement. Depuis, il y a beaucoup d'étapes et il y a eu aussi, bien évidemment, cette crise que nous avons tous vécue et qui continue à nous impacter. On ne connaît pas les enseignements, on sait simplement qu'elle renforce des tendances extrêmement lourdes et qu'elle appelle l'ensemble des parties prenantes, bien évidemment les pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, bien évidemment les entreprises, les associations, les ONG et au-delà, les penseurs, les créateurs et aussi le grand public qui veut vivre cela en osmose. C'était donc un appel à plus de dialogue, de co-construction, pour appeler à des solutions communes face à l'avenir de la planète ou encore aux injustices sociales. Le WIS, c'est un événement formidable. C'est un formidable fédérateur d'idées et d'énergie et c'est un formidable initiateur d'actions concrètes. Et donc, je suis très honoré que l'agence soit mon partenaire en termes d'engagement à tes côtés. Et puis, si d'autres marques ou entreprises souhaitent rejoindre le mouvement, je crois que ce serait pas mal aussi, pour donner un impact maximal. Merci Philippe pour cette introduction. Donc, Nicolas Pereira, je suis le fondateur du World Impact Summit. WISTalk, ça a été une idée qu'on a eue avec l'équipe parce que dans cette période que l'on a connue de crise sanitaire où on ne pouvait plus se rencontrer, nous nous sommes dit, et nous avons été contraints d'abord de décaler l'événement puisqu'il était initialement prévu en mai, nous nous sommes dit que nous devions mobiliser cette communauté que l'on a constituée autour de nous et lui donner la possibilité de prendre la parole lors de rendez-vous comme celui-ci, parfois en interview individuel comme on a fait pendant tout l'été, pendant toute la période de confinement. Nous sommes ravis, merci Philippe de nous accueillir, de pouvoir inaugurer ce premier live qui en appellera d'autres par la suite jusqu'à fin octobre, qui sera la tenue de l'événement, effectivement, de ce deuxième sommet à Bordeaux. Le WISTalk, c'est l'occasion pour des acteurs engagés de prendre la parole, qu'ils soient publics, institutionnels, donc des acteurs privés, des entreprises, de pouvoir prendre la parole et montrer quels sont aujourd'hui leurs engagements à la lumière de cette crise qui nous a fortement affectés et qui demande à chacun et à chacune d'entre nous de transformer nos modèles, de transformer nos façons de faire et pour l'avenir, de transformer davantage encore nos entreprises et nos institutions pour diminuer l'impact face à la crise climatique. Donc merci à tous les quatre d'être là et je donne tout de suite la parole à Émilie Kovacs, qui est la fondatrice d'Ecopo, qui va être aujourd'hui notre animatrice. Ecopo, c'est un média spécialisé de l'économie durable et qui met en avant les solutions. Et nous sommes le sommet international des solutions pour la planète. Donc, Émilie, je te passe la parole et merci d'être là pour animer ce live. Merci Nicolas, je suis ravie d'être ici. Effectivement, on est alignés sur les solutions parce que Ecopo Média, que j'ai fondé en 2016, s'attache à un journalisme de solutions pour mettre en avant effectivement l'économie responsable, donc les entreprises privées comme publiques qui s'engagent à veiller à leurs impacts sociaux, environnementaux et sociétaux. Alors je suis ravie d'accueillir tout de suite à mes côtés Mathias Vichera, qui est secrétaire général de Danone, à ses côtés Alexandra Dublanche, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, et à ses côtés encore nous avons Louise Fourquet, qui est directrice générale de Baluchon et membre
membres du mouvement Le Move. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, tout de suite, peut-être, j'aimerais vous demander peut-être de nous présenter Baluchon, parce que je crois que tout le monde connaît la région Île-de-France et Danone, il me semble. Alors, on aimerait en savoir un petit peu plus pour ceux qui ne connaissent pas Baluchon, et puis ce mouvement, le Move. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Très heureuse de pouvoir partager nos solutions développées à l'échelle locale. Baluchon, c'est un petit groupe d'entreprises sociales qui travaille sur des sujets d'alimentation responsable et de solidarité. Nous avons des entreprises d'insertion qui remettent des personnes éloignées de l'emploi au travail en les formant vers les métiers de la restauration et de la logistique. Et une activité de développement de nouveaux projets, de nouvelles solutions pour une filière agroalimentaire inclusive, pour permettre d'aller encore plus loin vers une résilience alimentaire des territoires. Très bien, alors on va commencer avec la première question, c'est une question contextuelle. On est en train de traverser une crise sans précédent. J'aimerais savoir comment chacun dans vos organisations vous vous êtes réorganisé, quelles leçons peut-être vous avez pu tirer de la Covid, puisqu'on dit bien la Covid. On commence peut-être avec vous, Mathias. Oui, merci. Quelques points. D'abord, a émergé le sujet de la souveraineté alimentaire. On a beaucoup parlé de souveraineté sanitaire. On s'est rendu compte pendant cette crise que, heureusement, les frontières aux biens n'étaient pas fermées, si les frontières aux personnes étaient fermées, mais que du coup, ça a mis quand même en tension la chaîne alimentaire. Et que la question de la souveraineté alimentaire, qu'elle soit au niveau national ou au niveau continental, au niveau européen, se pose. Un chiffre, l'Europe en matière de protéines est dépendante à plus de 70% du reste du monde. Et donc le premier point, c'est la question de la souveraineté alimentaire, travailler ce sujet et faire en sorte que les États et l'Europe particulièrement puissent être souverains sur ce plan-là. La deuxième chose, c'est le sujet des relocalisations. On sait que, et c'est lié à ce premier point de la souveraineté alimentaire, que pendant la crise, cette question des relocalisations s'est posée, et notamment, pour ce qui concerne Danone par exemple, on a pensé qu'il fallait accélérer le mouvement que l'on avait déjà, qui consiste à faire en sorte que les usines produisent pour les consommateurs locaux. Aujourd'hui, plus de 85% de ce que l'on vend dans un pays est produit dans ce pays. Et ça nous semble vraiment important. La relocalisation, ce n'est pas seulement une entreprise française qui rapatrie en France ses actifs, puisque la France, pour nous, c'est 10%, c'est être au plus près, en termes de production, des zones de consommation. Et le dernier point, c'est la dimension écosystémique. Nous, au niveau de Danone, on a dépensé 300 millions d'euros pendant la crise pour protéger ce qu'on a appelé notre écosystème, c'est-à-dire les petits fournisseurs, les petits clients, qui auraient pu être, pour des raisons de trésorerie et de disponibilité de cash, être en vraie difficulté de pérennité de leur activité. Et je pense que c'est un enseignement de cette crise. Quand vous êtes une multinationale, vous avez un devoir évidemment vis-à-vis de vos salariés, ce que l'on a fait en garantissant 100% des salaires, en augmentant la couverture maladie, mais vous avez aussi un devoir dans votre écosystème au sens large pour faire en sorte que cet écosystème se prolonge. On a aidé 15 000 petits fournisseurs et clients, et je pense que ça, c'est un enseignement de cette crise. Le devoir, j'allais dire moral, mais aussi économique, parce que la pérennité de l'entreprise en dépend, c'est de prendre en compte son écosystème au sens large. Et c'est de se mettre un peu en question sur cette question de résilience. Comment vous, Alexandra Dublanche, ça s'est passé pour la région Île-de-France? Comment avez-vous réagi à cette crise? Nous, on a essayé d'être le plus réactif et le plus agile possible en tant que grosse collectivité territoriale, puisque la région de France, c'est 12 millions d'habitants, 20% de la population française, et donc il fallait évidemment aller très vite. Mais il y a beaucoup de mouvements qu'on avait engrangés avant la crise qui se sentent confirmer, des tendances qui, j'espère, vont perdurer, comme l'a dit monsieur, par exemple, sur tout ce qui est souveraineté alimentaire. Nous, ça fait des années qu'on pousse le manger local en aidant nos agriculteurs. Moi, je suis en charge de l'agriculture parce que la région de France est une grande région agricole, 75% agricole, rurale et forestière. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on développe des filières, des circuits courts, etc. Et on a vu pendant cette crise, justement, ces circuits courts se développer, voir les Franciliens essayer de trouver autour de chez eux des moyens de consommer local. Notre enjeu maintenant, c'est que ça perdure. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'acteurs publics, on va aider les agriculteurs, par exemple, à pérenniser des structures de drive fermiers, de boutiques à la ferme, pour faciliter pour eux les circuits de distribution qui sont nouveaux, et pour les consommateurs, qu'ils identifient bien que ça continue. Donc, c'est des choses comme ça.
Après, ça, c'est des points positifs. Pareil, le télétravail, le lissage des heures de pointe, qui sont pour nous un moyen à la fois de désengorger les transports, mais aussi de créer de l'activité locale. Moi, je suis élue de Sartrouville. Au lieu d'aller manger à la Défense avec mon collègue, par exemple, bon, je ne travaille pas à la Défense, je suis à Saint-Ouen, mais je vais aller manger au restaurant de Sartrouville. Donc, ça crée de l'activité locale. Et donc, nous aussi, pareil, ça fait des années. Quand on a déménagé à Saint-Ouen, on a mis tous nos salariés au télétravail 1 à 2 jours par semaine. Ce qui nous a permis aussi d'être très actifs pendant la crise, parce que dès le lendemain, on était complètement opérationnel, contrairement à certains services de l'État. Et donc, tous ces mouvements se voient renforcés. Après, il y a des problématiques qui se voient également renforcées, surtout l'aspect environnemental. J'ai vu un sondage qui dit 7 Français sur 10 déclarent que les espaces verts leur ont manqué pendant le confinement. Et donc là, on a un désavantage compétitif en Île-de-France, aussi en termes d'attractivité, c'est que je crois qu'il y a presque 20% des Franciliens qui ont fait leur confinement en dehors d'Île-de-France. Il faut qu'on reste une région attractive. Et donc, il faut qu'on accélère sur ce verdissement de la région qu'on a déjà entamé. Nous, c'est à peu près presque 500 hectares qu'on a verdis depuis qu'on est à la tête de la région avec Valérie Pécresse. Et donc, il faut qu'on accélère sur des mouvements comme ça. On a parlé de relocalisation, pareil. Il y a des caricatures. On s'est toujours dit, à l'Île-de-France, grande région de service, pas besoin d'industrie. Nous, c'est pas du tout ce qu'on s'est dit en arrivant, pareil, en 2016 à la tête de la région. Au contraire, on veut rester une grande région industrielle. On est la première région industrielle en termes d'emploi, première région automobile, en pharma. Et donc, on veut continuer là-dessus et donc aider les sous-traitants des grands groupes à survivre. Donc, nous, là, on est très mobilisés sur l'aéronautique, l'automobile notamment. C'est une priorité, là, Oui, voilà. Et donc, on parle avec les grands donneurs d'ordre pour qu'ils nous identifient les sous-traitants en difficulté et qu'on les aide. C'est aussi aller vers l'industrie du futur, encore davantage. Par exemple, sur l'automobile, on travaille à l'implantation en Île-de-France d'une entreprise qui travaille sur les batteries électriques. C'est aider Air France sur le développement des biocarburants et toute la filière. Donc là, on se mobilise énormément. Et puis, autre chose, dernier enseignement de cette crise, par rapport aussi à des secteurs comme l'économie sociale et solidaire, on voit les fractures territoriales ressurgir pendant cette crise. Je crois que le taux de surmortalité en Seine-Saint-Denis est 2 fois supérieur à celui des Yvelines, par exemple. Donc, on l'a vu sur la continuité pédagogique. En septembre dernier, nous, on avait voulu équiper tous les lycéens en ordinateurs et tablettes. Alors, il y a eu des grands cris parce que, attention, les écrans, etc. Sauf qu'il y a des enfants qui n'ont qu'un petit téléphone portable pour travailler et pas un outil de travail. On avait laissé le choix au lycée. La moitié avait dit oui, la moitié avait dit non. On s'est retrouvé avec des lycées évidemment en grande difficulté parce que 0 ordinateur à la maison et d'autres familles qui en avaient 3-4. Et donc on a essayé de faire des petits rattrapages, notamment en Seine-Saint-Denis, mais on a vu évidemment ces difficultés remonter. Donc dans le plan de relance qu'on a lancé avec Valérie Pécresse d'1,3 milliard, on agit en particulier donc sur l'économie, bien évidemment avec la relocalisation. On a financé pas mal d'entreprises par exemple qui produisent des masques, alors FFP2 notamment, qui serviront aussi aux médecins. Il ne faut pas tomber dans de la surproduction de masques tissus. L'écologie, l'emploi et puis tout ce qui est solidarité. On a même dû faire de la banque alimentaire en Île-de-France parce qu'on a vu d'autres populations très fragilisées, comme les étudiants qui n'avaient plus leur petit job. Bon, je m'arrête là parce que je peux... Effectivement, il y a énormément de choses, c'est très intéressant. Louise Fourquet, on vient de parler de résilience, notamment alimentaire, ça vous parle forcément ? Évidemment, il y a énormément de choses qui me parlent. Alors, peut-être, j'ai pas parlé du MOVE tout à l'heure, mais je vais en dire un petit mot parce que je pense que ça va être intéressant là dans la discussion. Le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Voilà, c'est ces bêtes étranges qui entreprennent pour le bien collectif, mais qui vont venir actionner, finalement, sous une forme commerciale souvent, voire associative, une rencontre d'intérêt entre la politique publique, le marché et le besoin des citoyens et des habitants. Voilà, on est des agents de cette rencontre-là, et donc on est évidemment branché avec ces besoins, les besoins qui sont identifiés sur des territoires et les opportunités qui viennent les rencontrer, et on va actionner des outils commerciaux, associatifs, pour mettre en œuvre des réponses. Donc Baluchon est membre du MOVE. Il y a évidemment plein d'autres réseaux et d'autres acteurs, mais le MOVE en fait partie, et on est ambassadeur en Île-de-France de cette démarche-là. La question de, évidemment, la relocalisation de la filière alimentaire, bon, c'est une question au long cours. Vous avez cité quelques chiffres sur la région agricole en Île-de-France, mais je crois que la part de maraîchers parmi tous les agriculteurs, elle est vraiment très très faible. Donc il y a des vraies problématiques d'accès à une offre maraîchère de qualité en Île-de-France, surtout quand on a un acheteur
public ou privé, et qu'on n'est pas un citoyen qui va pouvoir aller s'abonner à une AMAP ou utiliser un service comme La Ruche qui dit oui, par exemple, ou il y en a plein d'autres. Donc il y a une problématique d'accès, il y a une problématique de diversité aussi de l'offre en Île-de-France, et puis il y a une problématique évidemment de constance des approvisionnements. Donc nous, ce qu'on a identifié, bien sûr, c'est ce besoin-là, on n'est pas les seuls, hein, ce besoin-là existe depuis longtemps, le besoin d'outils, de plateformes mutualisées pour donner accès aux producteurs à des canaux de distribution efficaces, donner accès aux acheteurs, publics et privés, la restauration collective qui est privée et publique, bien sûr, les restaurants scolaires sont en difficulté d'approvisionnement aujourd'hui sur une offre locale. Et tout ça, ce sont des industries denses en emploi. Dans les industries, il y a les industries de pointe, il y a les industries du futur, mais il y a aussi les industries low-tech qui ont besoin de main-d'œuvre sur des métiers pas ou peu qualifiés, qui sont de formidables supports d'inclusion professionnelle et qu'on peut localiser justement dans des quartiers prioritaires de la ville et par là aller saisir l'opportunité du marché pour raccrocher des gens exclus de ces dynamiques-là, d'une tendance positive, du bien manger, de l'alimentation responsable, etc. Nous, c'est ça l'objet de Baluchon. On a démarré avec un traiteur, donc on a une offre traiteur ultra frais, locavore au maximum, qui a été très durement impactée évidemment par la crise, puisque la possibilité de se rassembler et de commander des prestations traiteurs a fondu. Très rapidement, très brutalement et totalement, et reprend seulement petit à petit. Donc là, les perspectives long terme sont très difficiles à tracer. Mais Baluchon, c'est aussi d'autres activités, dont de la solidarité alimentaire, où on va agir sur l'anti-gaspi, on va collecter des invendus de la grande distribution, voire des producteurs, les transformer en créant des emplois en insertion, et les distribuer aux plus démunis à travers les centres d'accueil et d'hébergement d'urgence. Et on discute en ce moment avec certains partenaires de la région et certains partenaires, et notamment Danone, sur sécuriser les approvisionnements de ce type de projet-là, trouver des lieux pour accueillir les projets, et ensuite, c'est l'expérimentation. Il n'y a pas de modèle avéré, éprouvé, qui fonctionne. Ces sujets de logistique alimentaire urbaine, aujourd'hui, ce sont des sujets qui bruissent, tout le monde s'y intéresse, évidemment, il y a un vrai enjeu. Pour nous, entrepreneurs sociaux, acteurs de l'ESS, on a un devoir à se saisir, à ne pas laisser ces sujets-là uniquement du côté de l'économie conventionnelle, mais de les penser dès le départ comme des outils collectifs pour des parties prenantes, publiques, privées, citoyennes, au bénéfice du territoire, finalement. Justement, c'était ma deuxième question pour vous trois, et je vais rester avec vous, Louise. Est-ce que justement cette crise de la Covid a modifié, accéléré peut-être les engagements sociaux, sociétaux? Vous parliez d'intérêt général, de bien commun. C'est quelque chose que vous observez concrètement déjà? Alors, chez nous, non, parce qu'en fait, on était construit déjà avec un ADN du monde d'après, donc ça n'a rien modifié. Autour de vous, avec les parties prenantes, chez nos clients, l'attente était déjà de plus en plus forte sur des offres responsables, des packaging qui puissent ensuite être revalorisés à défaut d'être réutilisables complètement. Une attente en produits locaux, en fraîcheur, oui, cette demande, elle était forte, elle est d'autant plus importante, et donc il y a un rendez-vous là à ne pas rater pour les acteurs de l'ESS, à faire savoir et à valoriser à sa juste place les engagements qui sont pris et qui pèsent très très lourd dans les modèles de nos entreprises, puisque on n'externalise pas l'impact social et environnemental de nos activités économiques. Nos activités, elles sont pensées en intégrant l'impact social et environnemental dans toute la chaîne de valeur. On va avoir un sourcing responsable, on va avoir une production responsable, on va avoir un recrutement responsable, on va avoir des canaux de distribution responsables. Donc tout ça, c'est très très lourd à porter, puisque ça dégrade la marge tout du long. Et donc, en fin de compte, il ne reste plus rien à redistribuer derrière, mais c'est ça qui fait que ça tient, c'est ça qui fait qu'on a des talents qui viennent travailler chez nous aussi. Et qu'on est là demain en dialogue avec les collectivités locales, les habitants, les partenaires privés aussi qui nous suivent, pour se réinventer et demain être présent avec les nouveaux services dont les territoires auront besoin.
Mathias Vichra, chez Danone, l'engagement social, sociétal, à quoi ça ressemble? Est-ce que ça a été accéléré, vous trouvez, suite à la crise? Ouais, je voudrais juste rebondir sur un point. C'est vrai que sur les circuits de distribution d'aide alimentaire, on s'est rendu compte que cette crise avait vraiment montré qu'une grande part de la population était en dehors des radars, que ce soit des Restos du Cœur, des banques alimentaires. Et je sais que la région a fait un travail très important pour aller au-delà des réseaux traditionnels de distribution. Nous, on l'a fait aussi, notamment avec une association qui s'appelle Assez le Feu à Clichy-sous-Bois, que l'on a subventionné et à qui on a donné des produits frais, des yaourts et autres, pour pouvoir justement aller au plus près des besoins des populations. Et on a vu que cette crise de la Covid avait révélé une forme de précarité alimentaire très forte de populations qui n'étaient pas du tout dans les radars. Donc ça, je ferme la parenthèse, mais c'est un point important. Sur la crise en matière sociale et sociétale pour l'engagement de Danone, évidemment que ça a accéléré. La première chose, c'est qu'on a accéléré le calendrier pour devenir entreprise à mission, société à mission. C'est lié d'abord à l'ADN de l'entreprise, puisque le double projet économique et social de Danone date de 1972. À l'époque, Antoine Riboud, devant le CNPF de l'époque, c'est-à-dire le MEDEF de l'époque, clame que le social et l'économique sont au même niveau, et ça fait un tollé, parce qu'à l'époque, c'est d'abord le profit et les actionnaires. Donc c'est une forme de continuité, mais ça a été accéléré par la crise de la Covid, parce que d'abord, c'est une demande des salariés. Les salariés demandent de plus en plus à leur entreprise de s'inscrire de manière durable dans un engagement social et environnemental. Vous êtes combien de salariés chez Danone? 100 000. 100 000 salariés. Et on a une enquête annuelle où il y a 92 000 personnes qui répondent et qui disent qu'ils veulent que l'entreprise aille encore plus loin, et c'est un élément de fierté. C'est vrai aussi des consommateurs, puisque le dernier baromètre Edelman montre que l'attente des consommateurs, de la population vis-à-vis des gouvernements est égale à celle des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'entreprise-providence, il y a un besoin de plus en plus fort, y compris des consommateurs et de la population, pour que les entreprises s'engagent. Donc, entreprise à mission, société à mission, qui a l'intérêt d'inscrire dans les statuts votre mission, vos engagements. Vous êtes évalué par un tiers indépendant, donc du coup, c'est pas de l'auto-évaluation. Ça, c'est un élément évidemment important. Le deuxième point, sur le côté social, en dehors des engagements que l'on a pris pour nos salariés, je vous l'ai dit, 100% des salaires garantis, quelles que soient les situations professionnelles. On a ouvert la couverture maladie, on a fait beaucoup de choses dans le domaine social. Ça a été une action collective que l'on a menée à travers une coalition Business for Inclusive Growth qu'on a lancée au dernier G7 et qui rassemble 40 entreprises internationales avec l'OCDE et des fondations comme la Gates Foundation ou la Rockefeller Foundation, qui a eu un rôle très fort pendant la Covid, où on a rassemblé les initiatives de ces entreprises, on a fait une sorte d'incubation, on a accéléré certains projets, et il y a eu pour plusieurs milliards d'engagements croisés des entreprises pendant la crise. Donc très concret, on a développé la télémédecine, un projet porté par AXA qui a été développé. Avec Accenture, il y a eu une plateforme pour faire se rencontrer les gens au chômage partiel et les demandes des entreprises. Donc tout ça pour dire, et je m'arrête, que l'accélération de la crise en matière sociale pour l'entreprise Danone, c'est d'abord évidemment le fait de devenir entreprise à mission. Ça a accéléré notre calendrier, on est devenu la première entreprise cotée. Il y a un label Bicorp aussi. Hein, bien sûr, et aussi. évidemment, on a accéléré l'agenda Bicorp pour devenir 100% certifié Bicorp en 2025, il y a déjà un tiers de l'entreprise qui l'est, et puis le mode collectif, parce que face aux enjeux énormes, notamment en matière sociale, et on sait qu'il va y avoir dans les mois qui viennent des difficultés sociales fortes, le collectif, puisque l'entreprise seule, même multinationale, finalement, a une part d'influence limitée, il faut y aller en collectif. C'est pour ça que cette coalition Business for Inclusive Growth nous a semblé très importante pour avoir des actions concrètes dans le cadre de la crise et dans le cadre de ses conséquences. Vous êtes d'accord, la résilience sociale, sociétale, tout ça, c'est mixer le public, le privé au service du bien commun. Ça vous parle forcément, j'imagine. Bien sûr. Alors déjà, moi, je trouve que pendant cette crise, on a vu des incroyables élans de solidarité, que ce soit par les citoyens, évidemment, dans tous les territoires, qui se sont mis à faire du portage, de repas à domicile pour les personnes âgées, à produire des masques, des blouses, etc. Et aussi des entreprises. Moi, je suis élue des Yvelines, j'ai vu PSA se mettre à produire des respirateurs pour les hôpitaux. Enfin, il a complètement se réinventé avec des salariés qui étaient volontaires pour venir travailler en plein Covid pour produire ces instruments indispensables en cette période de crise. Donc, évidemment, oui, et ce mélange public-privé, bien sûr, nous, on est complètement dedans. Et d'ailleurs, nous, notre rôle, c'est pas forcément que de distribuer de la subvention, c'est aussi de faire de la mise en relation. Par exemple, on a organisé récemment une journée des achats responsables où on va mettre en lien des directeurs achats de grands groupes ou de TI
et des entreprises adaptées, voilà, pour qu'ils se parlent, parce que sinon ils savent pas comment s'y prendre. Ou on va également financer du conseil pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, surtout là maintenant, avec des groupes comme SOS pour essayer de se relever. Et nous, on pense vraiment que l'économie sociale et solidaire va jouer un énorme rôle dans toute cette démarche de relocalisation. Et donc, mais il faut donner un petit coup de pouce. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Ça peut être aussi par des financements. On a vraiment une différence de vue avec nos oppositions régionales sur ce qu'est l'ESS. Nous, on estime que quand il y a des initiatives locales comme ça qui marchent, il faut qu'elles s'éparpillent sur tout le territoire. Donc il faut les aider à grandir. Alors qu'on nous dit, mais non, ça doit rester petit. Si ça marche, moi je veux pas que ça reste à Clichy-sous-Bois, je veux que ça aille partout, je veux que ça aille... je prends toujours Sartrouville évidemment, à Saint-Ouen, à Évry, etc. Donc il faut les aider à grandir. Donc on a des accélérateurs. Typiquement, je crois que Baluchon était lauréat de la première promo avec la Fondation HEC et Accenture qui vont former en fait ces boîtes pour les aider à essaimer partout sur le territoire. Parce qu'on l'oublie aussi, il y a la caricature, c'est une grande région très urbaine, c'est aussi une région agricole, et c'est pas que la première région économique d'Europe, c'est aussi la région de tous les contrastes. On a le département aussi le plus pauvre de France. Donc, on est obsédé avec Valérie Pécresse par cette lutte contre ces fractures territoriales. Et donc, l'ESS, pour nous, est aussi un moyen d'aller trouver des solutions locales, toujours très locales, très adaptées au territoire. Parce que la défense, c'est pas pareil que Provins en Seine-et-Marne, c'est pas les mêmes problématiques. On l'a vu d'ailleurs dans les réunions de crise pendant le Covid. Et donc voilà, donc évidemment qu'il faut ce mix public-privé. Et nous, parfois, on est juste l'entremetteur pour faire des mondes qui ne se rencontrent pas, qui se parlent entre eux. Alors, les médias essayent de le faire aussi, faire émerger, montrer des événements comme le World Impact Summit aussi, montrer ce qui se fait, des solutions. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question de la résilience, des actions, des impacts environnementaux. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, hein, peut-être moins souvent des impacts sociaux et sociétaux dont on vient de parler. Est-ce qu'on peut commencer avec vous, Louise, sur l'impact environnemental? Comment ça se traduit chez vous? Alors chez nous, ça se traduit à travers nos activités de restauration durable. D'abord par une activité traiteur qu'on a souhaité, c'est bien parce qu'on venait pas de la restauration au départ, hein, sinon on n'aurait jamais fait ça. Mais on s'est dit on va faire un traiteur qui va travailler que des produits frais, que des produits bruts non transformés, donc on n'achète pas de produits déjà préparés, surgelés, même pas déjà épluchés, découpés. On va tout faire nous, et puis on va même pas surgeler notre propre production pour pouvoir anticiper les pics de commandes. C'est complètement fou. Mais c'est compliqué, c'est un vrai choix, c'est un parti pris. C'est fou, mais ça fonctionne. Et du coup, on a un traiteur qui travaille qu'avec des produits frais, qui s'approvisionne principalement en produits locaux, mais là on vient toucher du doigt la difficulté que j'évoquais tout à l'heure, l'accès, la constance et la diversité des approvisionnements locaux. Donc on a fait un choix de subsidiarité, plutôt que de se réfugier derrière un label bio qui, à notre sens, manque en termes de dimension locale et sociale. On a fait le choix du local en premier lieu, et donc on travaille avec des fermes bio d'insertion d'Île-de-France, chez qui on envoie quelqu'un toutes les semaines pour prendre ce qui reste, mais c'est marginal par rapport à nos besoins d'approvisionnement. Ensuite, on va évidemment au carreau des producteurs d'Île-de-France à Rungis, qui a été mis en place par la région, par Île-de-France Terre de Saveur, pour permettre aux producteurs régionaux de vendre en direct leur propre production, mais ça suffit toujours pas et la diversité n'est pas au rendez-vous, et entre octobre et mars il n'y a plus personne au carreau des producteurs d'Île-de-France, donc on complète avec des grossistes spécialisés en produits français. Voilà. Donc on a une démarche d'approvisionnement responsable pour limiter finalement les approvisionnements qui viennent de loin. Voilà. On a internalisé notre distribution, la livraison est internalisée, donc on optimise nos tournées avec des camions frigo. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est la restauration anti-gaspi, donc avec le projet du Radis qui est coporté par Baluchon et Emmaüs Défi, et peut-être demain d'autres partenaires qui rentreront dans cette belle aventure, pour venir collecter des invendus dont une partie aujourd'hui n'était pas réutilisés, puisque vous avez des grands distributeurs, des grands entrepôts comme Métro, qui est un de nos partenaires principaux là-dessus, qui ne trouvent pas de bénéficiaires pour récupérer, par exemple, le train d'entrecôte entier, ou les kilos et les kilos de magrets de canard frais à cuisiner, à portionner.
les associations collectent des choses qui sont déjà prêtes à redistribuer rapidement. Et donc nous, on vient collecter cette matière brute en priorité, la cuisiner, créer des emplois tout au long de la chaîne, parce que nous, on ne dissocie jamais impact environnemental et impact social. Et ensuite, la mettre à disposition des associations comme Aurore, Emmaüs Solidarité et Emmaüs Défi, qui achètent cette production pour leurs repas sociaux. Voilà. Donc on vient de traiter un gisement de gaspillage alimentaire tout en créant des emplois et l'inclusion professionnelle. Anti-gaspi chez Danone, vous connaissez Mathias Vichra, hein, ça fait partie notamment des actions que vous menez pour veiller à votre impact environnemental. Oui, d'abord, juste 2 remarques liminaires. La première, globalement, on voit que le sujet environnemental au début de la crise a été très peu abordé, puisqu'on était sur le sanitaire et le social, et que heureusement, le lien entre la dimension environnementale et la prévalence des virus a été réalisé, grâce d'ailleurs à l'explication des médias, des politiques, etc. Et on s'est davantage intéressé au sujet environnement, et c'est heureux. On a vu par exemple que le Green Deal, qui était en suspension au niveau européen, finalement a été accepté, la stratégie de biodiversité, alors qu'il y a un moment où certains pays voulaient revenir à une économie carbonée et à l'industrie as usual. Donc ça, c'est d'abord une bonne chose, c'est que la crise du Covid n'a pas fait retourner la pièce du mauvais côté en matière environnementale. La deuxième chose, c'est ce que disait Louise, c'est qu'il ne faut absolument pas distinguer l'environnemental et le social. Sinon, on arrive au problème gilet jaune. C'est-à-dire que si on ne prend pas une dimension de relance sociale et écologique, mais les deux en même temps, il y a un vrai sujet. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les gouvernements. Et j'espère que le nouveau gouvernement aura à cœur de bien prendre en compte cette dimension sociale et environnementale. Je ferme cette parenthèse. Sur Danone, on a des axes principaux sur l'engagement environnemental de l'entreprise. Le premier, c'est évidemment sur ce qu'on appelle, nous, l'agriculture régénératrice. C'est-à-dire que pendant des décennies, l'agriculture a été une agriculture intensive qui a détruit les sols, on ne peut pas dire autre chose, avec une monoculture, avec de l'érosion des sols, avec des semences qui provoquaient cette érosion, et de fait, les sols n'étaient plus fertiles. Donc on a eu une forme d'attrition de la fertilité des sols qui fait qu'aujourd'hui, on est face à un enjeu qui est de passer d'une agriculture intensive à une agriculture régénératrice. Régénératrice, ça veut dire le carbone est capté dans le sol et n'est pas dans l'atmosphère, donc c'est un enjeu positif pour le réchauffement climatique. On prend en compte évidemment d'autres aspects de diversité des cultures, etc. Donc ça, c'est un axe principal de Danone en matière environnementale. On travaille avec beaucoup d'acteurs. On a créé une coalition internationale qui s'appelle One Planet Business for Biodiversity pour lutter contre la perte de biodiversité végétale, parce qu'on parle des animaux, c'est très bien. Il faut parler aussi de la perte de biodiversité dans l'assiette. On consomme à 75% au niveau de l'humanité 6 plantes, alors qu'il y en a 6000 disponibles, donc il y a un vrai problème systémique. Donc ça, c'est le premier axe, agriculture régénératrice. Et pour ça, il faut des financements, parce que quand vous passez d'une agriculture dite intensive à une agriculture régénératrice, ça prend 1 an et demi de sol en jachère pour passer d'un modèle à un autre. Donc il faut des grandes entreprises qui soutiennent, il faut des collectivités locales, il faut évidemment des banques et un système financier qui s'adapte. Deuxième axe, et on a annoncé un plan de 2 milliards là-dessus, dont 1 milliard sur la circularité, c'est évidemment le plastique. C'est-à-dire que nous sommes une entreprise qui produit du plastique et nous voulons produire du plastique recyclé. Donc on a un engagement à 100% de RPET pour toutes les bouteilles d'eau en Europe en 2025. Donc on accélère le mouvement, on change les volumes, les formats. On a des formats de 8 litres, totalement plastique recyclé. Donc ça, c'est un engagement fort, important. On veut développer des filières de bioplastique également, parce que tout plastique ne se vaut pas. Entre un plastique dit fossile et un plastique recyclé ou bioplastique, ça n'a rien à voir en termes environnementaux, donc il faut cadrer le débat là-dessus. Donc on s'engage très fortement là-dessus. Et dernier point, ce sont tous les sujets de relocalisation qui étaient évoqués notamment par Louise, qui sont vraiment importants. On sait qu'aujourd'hui, un des sujets de la déforestation dans le monde, c'est l'huile de palme, le soja, qu'on importe massivement d'Amérique latine et que l'on ne sait pas ni ségréguer ni tracer en termes de provenance. Nous, par exemple, on a le projet qui est déjà en route de planter pour 700 hectares de soja en France, notamment en Normandie, pour être totalement maître de notre chaîne d'approvisionnement et être certain qu'on a zéro déforestation. C'est l'engagement qu'on a pris d'ici la fin de l'année 2020 sur toute notre chaîne de valeur, y compris les sous-traitants. Nous souhaitons que l'activité de l'entreprise Danone entraîne zéro déforestation et qu'on soit capable de le certifier. Donc voilà, pardon pour le panorama un peu large, mais voilà les axes principaux, donc le plastique, l'agriculture régénératrice et plus globalement la chaîne de valeur et la déforestation. Merci pour ces différents
d'illustration de vos engagements. C'est très concret aussi chez vous, hein, pour l'Île-de-France, vos engagements pour l'environnement. J'entendais le financement, c'est le nerf de la guerre. Vous me confirmez? Alors, je voudrais rebondir sur deux choses et sur l'agriculture en Île-de-France. Oui, on est une grande terre céréalière à la base et donc on travaille beaucoup sur la diversification. On a conclu un pacte agricole il y a maintenant 2 ans. On a triplé les moyens pour l'agriculture parce qu'effectivement, ça demande des investissements, notamment dans l'innovation. Parce qu'on se dit toujours le bio, c'est retour à l'ancienne où on ne met plus rien. Non, c'est de la technologie et il faut savoir quand, quoi mettre, etc. Ou ne pas mettre justement. Et donc, on a maintenant 1 million d'euros chaque année sur l'innovation pour aider les agriculteurs à investir par exemple dans des robots de désherbage qui nécessitent moins d'intrants, en gros. Donc, on travaille beaucoup sur la diversification, même sur l'élevage, on n'est pas une terre d'élevage, mais on essaye de pousser l'élevage. D'ailleurs, les premières filières produites en Île-de-France qu'on a développées, qui mériteraient d'être mieux connues, c'est les bovins d'Île-de-France, les agneaux d'Île-de-France. Et avant même la baguette d'Île-de-France, où là c'est plus dans notre ADN. Donc on essaye là-dessus, on se fixe aussi des objectifs par rapport au lycée. Évidemment, les régions ont la compétence des lycées, donc on s'est fixé comme objectif 100% des lycées approvisionnés en local, priorité locale, dont 50% de bio d'ici 2024. C'est un peu compliqué, parce qu'il y a des histoires de marché public, enfin voilà, donc, mais on pense qu'on peut y arriver, pareil, évidemment sur le bio. Quand on est arrivé en 2016, on était dernier de la classe au niveau français sur le bio, 2% des surfaces cultivées en bio. On a déjà triplé en 2 ans et on est pour la 2e année consécutive la première région de France en termes de conversion au bio. Et ça, c'est à la fois des financements, mais c'est aussi la suppression de toute idéologie. Il faut arrêter d'opposer les agriculteurs et les agricultures. Moi, je pense et je le vois maintenant. C'est pas facile de se reconvertir, ça prend du temps. Exactement, et puis... Oui, ça peut être plus court. Ouais, ça dépend. Les agriculteurs conventionnels veulent aussi mettre moins d'intrants, veulent aussi se moderniser, veulent aussi aller dans l'innovation, etc. Donc, faut pas non plus... Il y a beaucoup de stigmatisation et donc, faut les aider. Et ça rejoint un peu le sujet de l'écologie sociale. L'écologie sociale, justement, c'est pas interdire, c'est pas taxer, c'est pas interdire les voitures sur les voies sur berge sans se soucier que Paris n'est pas une île et que peut-être il y a des personnes en grande couronne qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. C'est à l'inverse, être dans l'incitation, aider les artisans qui doivent se déplacer à Paris à changer de véhicule. Donc c'est ce qu'on fait, effectivement, là c'est des aides financières. C'est investir dans les véhicules électriques, dans le véhicule autonome avec les gilets jaunes, tout est parti de là. Merci. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je demande à la régie. Encore 5 minutes. On a encore 5 minutes, alors c'est magnifique. On passera aux questions-réponses. Très bien. Alors peut-être pour conclure, je vois peut-être une réaction, Louise. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit là à l'instant, parce que cette question de l'innovation, qui n'est pas forcément technologique, pour moi, elle est hyper importante. Parce que l'innovation, elle peut être low-tech, vous l'avez dit, innover, c'est pas forcément rajouter des choses, mais elle peut être sociale aussi. Et quand je vous entends dire, c'est intéressant, on va soutenir, il faut financer, il faut accompagner la conversion en bio, mais aussi, par exemple, les biocarburants pour les avions, en fait, il faut aussi accompagner et financer lourdement l'innovation sociale, parce que les clauses de marché public, avec un pourcentage d'approvisionnement local ou bio, si c'est pas assorti aussi d'une clause sociale derrière, en même temps, pas seulement sur le petit bout de marché qui va aller à un ESAT qui va faire 0,5% du marché, vraiment dans le core business cible du marché, on va passer à côté. Mais les outils sont pas encore là. Donc il faut investir lourdement. Cette plateforme-là dont je parle, je ne sais pas par quel bout on va prendre le truc, je sais qu'il faut qu'elle existe, cette plateforme de mutualisation. Il en existe une à Sénart, en Seine-et-Marne, qui vient d'ouvrir. Il nous en faut une dans le nord-est parisien qui va servir la Seine-Saint-Denis, qui va servir l'écosystème du droit alimentaire, etc. Il faut qu'on ait un outil logistique de production, de mutualisation, de distribution qui va faire aussi bien du frais que de l'anti-gaspille et s'adresser aux producteurs et aux acheteurs. Mais oui, il y a des déjà qui s'est manifesté sur ces sujets. Il y a d'autres sociales de l'industrie sociale et responsable sur nos territoires et qui va nous amener aussi vers des boîtes beaucoup plus résilientes parce qu'elles ne seront pas tributaires d'un modèle unique avec l'intérêt de la lucrativité d'un actionnaire principal qui va fixer son cap pour être capable d'orienter, de s'adapter
en cas de future crise, parce que coronavirus ou autre, nouvelle pandémie, crise climatique, on va avoir besoin de plus en plus d'agilité, de capacité de rebond. Et en fait, plus on est ancré dans l'intérêt territorial, plus on sera capable de le faire. Alors, j'ai une première question d'un spectateur qui nous regarde. Louise, c'est une question pour vous. C'est le changement de changer, c'est le moment de changer de modèle économique, mais quel virage? Vous avez 3 heures. Il y a énormément de façons d'agir, vraiment beaucoup. On peut s'intéresser aux dynamiques entreprises à mission, etc. Par exemple, c'est une bonne façon de le faire. Je dirais les lignes directrices, si on est déjà du point de vue d'une entreprise. Si on est déjà une entreprise en activité, déjà, à mon avis, pour moi, les 2 principes clés, c'est 1, regarder comment on peut internaliser des questions de responsabilité dans la chaîne de valeur. Pas se dire, je vais mettre un peu de mon bénéfice et financer des trucs sympas à côté. Non, il faut intégrer dans l'activité de la boîte. L'autre principe directeur, ça doit être adopter une démarche de circuit court, pas uniquement sur la bouffe et pas uniquement sur les approvisionnements. Circuit court de recrutement, circuit court de commercialisation, de partenariat, d'opportunités, d'enjeux. C'est les 2 principes directeurs. Si on ne sait pas très bien par quel bout prendre le truc, on peut aller au MOVE par exemple, prendre des renseignements, adhérer, regarder, aller aux universités d'été du MOVE qui ont lieu le 26 et le 27 ou le 27 et le 28 août, je ne sais plus, à Paris, s'inspirer, rencontrer des gens qui font, contacter des entrepreneurs sociaux. On est tous des militants dans l'âme, donc et on a tous nos couleurs et nos sensibilités différentes, donc il y aura forcément, on trouvera forcément quelqu'un avec qui discuter. Et si on se lance, si on veut créer une nouvelle activité, on intègre d'emblée des principes de partage des richesses, partage du pouvoir et recherche d'un impact social et environnemental dans l'objet de l'entreprise. Ouais, je voulais juste réagir là-dessus. Je pense que Louise a totalement raison. Ça doit être au cœur du processus de production. Et ça ne suffit pas de créer une direction de la RSE pour donner bonne conscience et en ayant l'impression que du coup on a coché la case de l'impact social et environnemental. C'est pas vrai. D'ailleurs, chez Danone, il n'y a pas de direction de la RSE. C'est la direction des achats, c'est toute une série d'acteurs qui se chargent de ces sujets environnementaux et sociaux parce que ça doit être au cœur du processus de production. Par ailleurs, moi je pense qu'un des enjeux du virage, en fait, c'est financiariser, donner une valeur financière à l'impact social et environnemental. C'est comme ça qu'on changera vraiment le modèle. Et par exemple, il y a 2 ans, alors je le répète régulièrement parce que je pense que c'est un exemple parlant, il y a 2 ans, on a réussi à avoir un prêt de 2 milliards d'euros dont le taux d'intérêt diminue pour nous à mesure que notre note sociale et environnementale augmente. Donc on a cette corrélation possible à travers des instruments financiers entre la valeur environnementale et sociale de l'entreprise et la valeur financière que vous en tirez. Je pense que c'est clé. C'est clé. Si on veut changer le capitalisme, il faut que les instruments financiers soient des outils de ce changement. Alexandra, vous êtes d'accord avec ce changement de modèle, d'état d'esprit même Bah oui, de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas continuer comme avant. Après, il faut le faire. Attention, avec discernement, et moi je reviens sur ces inégalités territoriales. Les circuits courts, le bio, il faut faire attention parce que les agriculteurs ont parfois un peu peur aussi d'y aller parce que le consommateur est changeant. C'est-à-dire que là, il va vous dire oui, je veux du bio, du local, et il arrive au supermarché, il va prendre du espagnol moins cher. Et donc, il faut quand même avoir ça en tête, et c'est pour ça qu'on accompagne, nous, pouvoir public, des producteurs bio, justement pour qu'ils arrivent aussi à faire baisser les prix pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais il faut être, je le pense, très vigilant d'inclure tout le monde, et c'est pour ça que la dimension sociale et écologique sont importantes à combiner. Et effectivement, sur l'innovation sociale, nous, on s'est rendu compte il y a après 1 an qu'on finançait effectivement l'innovation que technologique. C'est pour ça qu'on a ouvert nos dispositifs maintenant à tout ce qui est innovation sociale, parce que c'est évidemment extrêmement important. Donc, bien sûr que, il faut que ça s'accélère. Je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, qu'au début de la crise, il y a eu un petit doute sur le fait que ces sujets passent à la trappe, ce qui aurait été dramatique. Et là, évidemment, tout le monde se rend compte que tout est lié et qu'il faut au contraire accélérer en accompagnant et en faisant attention à ne laisser personne sur le bord du chemin, parce qu'il faut que ça soit aussi une écologie accessible à tous. Ça, c'est vraiment important. Deuxième question, c'est pour vous, Mathias, mais évidemment tout le monde peut réagir. Alors, ça concerne la biodiversité. Est-elle le rôle de tous, dont les agriculteurs? Que pensez-vous d'un modèle plus inclusif? Oui, d'abord, c'est évidemment l'affaire de tous, comme la sécurité routière.
La biodiversité, en fait, c'est vraiment une chaîne qui va de l'amont à l'aval. Et effectivement, je rappelais ce chiffre qui est quand même parlant. Quelques plantes qui représentent 75% de l'alimentation, alors qu'il y en a 6000 disponibles. On a un risque systémique et on a un risque par ailleurs lié à la monoculture qui abîme les sols. C'est-à-dire que les sols sont de moins en moins fertiles, c'est plus de 20% de la surface agricole en France en érosion et c'est plus de 40% dans pas mal de régions, notamment aux États-Unis. Donc du coup, il en va en fait de la pérennité du modèle. Il en va par ailleurs d'une sorte de choix qu'on peut laisser aux consommateurs. Vous savez qu'il y a une catégorie de tomates qui s'est développée dans le monde entier. Il y a eu un livre sur ce sujet qui s'appelait Empire Rouge, parce que Heinz avait besoin d'une tomate spécifique pour faire son ketchup. De la même manière que pour les pommes de terre, pour faire des frites, vous aviez une catégorie de pommes de terre qui a envahi le monde entier. Donc il y a des problèmes de biodiversité végétale. Oui, donc c'est évidemment avec les agriculteurs. Et moi je rejoins ce qui a été dit, c'est une transition qui est l'affaire de tous. Des collectivités, de l'État, où on essaie là de financer un fonds de transition avec l'État justement pour aider les agriculteurs dans plusieurs régions à passer à un mode d'agriculture régénératrice et de biodiversité. Donc c'est une chaîne évidemment longue et qui pour nous va même au-delà de la dimension nationale, puisque c'est pour ça qu'on a créé une coalition internationale pour promouvoir la biodiversité, parce que c'est un enjeu évident à la fois de santé, d'environnement, parce qu'en promouvant la biodiversité, c'est bon pour le climat, et un sujet global, évidemment, qui en plus intéresse de plus en plus les consommateurs. Est-ce que c'est aux entreprises de montrer le modèle, de montrer la voie aux consommateurs, plutôt que d'attendre en fait que ce soit une demande de leur part? C'est aussi aux entreprises d'aller plus loin que la demande, de les éduquer. On parlait d'éducation notamment. Alors en biodiversité ou en autre chose, là c'est une petite question qui va dans la suite de ce que vous disiez à l'instant. Oui, moi je pense que, on l'a dit, d'abord il y a une attente de la population vis-à-vis des entreprises qui est inédite. C'est-à-dire que les entreprises sont bousculées par leurs salariés, par les nouveaux talents qui veulent les rejoindre, parce qu'il y a une guerre des talents aussi qui attend, y compris quand on sort d'école de commerce, que l'entreprise dans laquelle on va ait un impact social et environnemental positif. Et donc, évidemment qu'on est bousculé, mais c'est aux entreprises aussi parce qu'elles ont une grande part de la solution. Quand vous regardez la COP21, c'était formidable en matière environnementale. On a mêlé les villes. Moi, je me souviens, j'étais directeur de cabinet de maire de Paris à l'époque, donc on a mêlé les villes. Mais il manque aussi aujourd'hui la part des entreprises, parce qu'on sait que les entreprises sont clés dans la solution en matière de changement climatique. Donc oui, les entreprises doivent montrer la voie. Et par ailleurs, on se l'est dit, c'est un sujet éthique, mais c'est aussi un sujet économique. C'est-à-dire que ce n'est plus soutenable. Si les entreprises ne font pas, le système va progressivement s'effondrer, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, les sols vont être en érosion croissante, et il y a un moment où c'est la soutenabilité même du modèle. C'est bien la morale, c'est essentiel, ça structure, ça donne une colonne vertébrale, mais la réalité, c'est que c'est aussi une question de pérennité du modèle économique. Donc c'est indispensable en fait, c'est plus une option. C'est une urgence, vous êtes d'accord, c'est plus une question politique. C'est une question de résilience et de soutenabilité du modèle, tout à fait. Et donc, comment on fait pour que alors je reviens à l'industrie, des industries qui ne s'inscrivaient pas vraiment dans ces grands mouvements de transition énergétique et écologique, y parviennent sans couler et en restant compétitives, parce que, évidemment, ce mouvement ne se fait pas de façon parallèle dans tous les pays, dans les pays, dans nos voisins européens, certes, mais il faut qu'il reste compétitif. Je reviens à mon exemple d'Air France par rapport à une compagnie chinoise. Si on leur met des obligations sans les accompagner, ça va être très compliqué de rester compétitif et donc de perdurer. Donc il y a un accompagnement à faire, c'est certain. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur des filières qu'on estime stratégiques pour l'Île-de-France et donc aussi pour le pays, et où il y a des enjeux particuliers. Il y a l'alimentation, il y a l'automobile, il y a l'aéronautique notamment, et puis la santé, là, avec des gros sujets de relocalisation, parce qu'on a vu tous les manques pendant la crise, de relocalisation de certaines parties, en lien évidemment avec, on décide de passer en chambre à la région, en lien avec la filière, en lien avec le secteur, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait relocaliser ou pas. Enfin, il y a des questions qui se posent, c'est simple, ça serait illusoire de dire on relocalise tout. Donc c'est ce travail qu'on est en train de faire nous avec les... J'ai une question pour vous. Comment, Alexandra, inclure davantage les citoyens dans les décisions à prendre? C'est une bonne question. Tout à fait. Alors déjà, nous, dans toutes les politiques qu'on mène, on ne le fait jamais, ce que je disais, seul.
chaque politique économique dans mon secteur est copilotée avec un industriel, avec un acteur de l'ESS, et on ne le fait pas juste pour faire joli sur le papier, c'est parce que c'est pour être au plus près des besoins des entrepreneurs. Quand j'entends Louise, évidemment, voilà, ça peut orienter notre politique parce que voilà, c'est des entreprises comme ça qui sont plus près du terrain, et donc nous, on va adapter, on ne va pas inventer sans être en lien avec les citoyens. Et après, par exemple, sur l'environnement, là, on vient de lancer un budget participatif où on va mettre 100 millions d'euros par an pendant 5 ans, d'ici 2024, où, je reviens à ces territoires, les citoyens dans les territoires vont pouvoir porter des projets et les faire financer. Si après il y aura des votes des Franciliens, je sais que la mairie de Paris avait fait ça aussi. Et ça, c'est un bon moyen aussi d'impliquer, aussi de faire des choix, parce que c'est là qu'on se rend compte aussi que tout ne peut pas être financé, que l'argent public, c'est pas de l'argent Monopoly. Et donc, en faisant des choix, et c'est aussi comme ça qu'on peut impliquer les citoyens. Alors, une réaction peut-être, Louise, avant la prochaine question, non pas forcément par rapport à ce qui vient d'être dit. Mathias, j'ai une question pour vous. Est-ce que Danone s'engage à jouer un rôle dans la transition des groupes du CAC 40 ? En étant exemplaire, j'imagine. Ouais, on n'a pas de leçon à donner parce que chaque secteur est différent et objectivement, que ce soit Emmanuel Faber ou les dirigeants et le PDG de Danone ou les salariés de l'entreprise, on ne va pas donner des leçons à nos confrères, aux autres entreprises. Encore une fois, chaque secteur est différent et ce qui vaut pour l'alimentation ne vaut pas forcément pour l'automobile ou d'autres secteurs. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de créer des dynamiques à travers des coalitions. On en a créé une aussi en France autour des entreprises inclusives, où on a pris des engagements très forts, notamment d'augmenter par exemple le nombre d'apprentis dans les entreprises, qui est un engagement social qu'on a pris avec plus d'une trentaine d'entreprises. Et Danone a été à l'origine de ce mouvement. On a lancé des coalitions sur les inégalités, je vous l'ai dit, au niveau international, et sur la biodiversité. Je pense que toutes les entreprises se rendent compte qu'il faut bouger. Toutes. Y compris la taille, CAC 40, pas CAC 40. Oui, tout le monde sait qu'il faut bouger. C'est des sujets de recrutement, donc de RH, c'est des sujets de réputation, c'est des sujets de soutenabilité, c'est même des sujets maintenant d'investisseurs, parce que de plus en plus d'investisseurs s'intéressent à vos objectifs et à vos réalisations concrètes et à vos chiffres en matière de soutenabilité. Donc oui, les entreprises sont en train de bouger. La question, c'est comment ? Et je pense, moi, que les coalitions, nous pensons au niveau de Danone que les coalitions sont un mode d'action important qui permet de mutualiser et de transformer par l'exemple, par les bonnes pratiques, les entreprises par, en fait, la rencontre d'autres modèles et par l'émulation. Donc ça, c'est un point auquel nous pensons et c'est pour ça que Danone et notre PDG a été très moteur dans ces deux coalitions internationales sur la biodiversité et sur les inégalités. Et après, encore une fois, je pense que les entreprises du CAC 40 devraient nous aider collectivement, notamment avec les banques. Il y a des banques qui sont membres du CAC 40 pour transformer les outils financiers, pour qu'on crée cette corrélation positive entre l'instrument financier et l'impact social et environnemental. Et je vous donne un exemple sur la transition agricole. Quand vous passez d'une agriculture intensive à une agriculture régénératrice, vous avez au moins 2 ans de transition qui paye, qui assure cette transition, parce que l'agriculteur ne peut pas se permettre de ne pas avoir de revenus pendant 2 ans. Or, les banques pourraient prendre ce risque avec des assurances, sachant que le modèle d'arrivée est tout aussi productif, voire plus productif, parce que durable, que le modèle initial. Donc en fait, ça change un peu du côté de la finance. Oui, bien sûr. C'est timide, mais ça commence. Mais attendez, nous, il y a plein de banques, Crédit Agricole, BNP, avec lesquelles on fait plein de choses, bien sûr. Mais je pense qu'il faut le faire de manière massive. De toute façon, à un moment, il n'y a plus le choix. Donc il faut y aller. La question, c'est quand, comment, avec qui. Mais la réalité, c'est qu'il faut y aller. Et je pense que tout le monde en a conscience, même quand vous voyez une association qui n'est pas une association de marxistes, qui s'appelle Business Roundtable, qui sont les plus grandes entreprises américaines, qui fait une déclaration en disant le but de l'entreprise, ce n'est pas seulement le profit, c'est aussi son impact pour la société. Pour l'instant, c'est incantatoire, c'est au stade du verbe, mais c'est quand même déjà un changement d'état d'esprit, c'est quasiment la mort symbolique de Milton Friedman, qui disait l'exact inverse, qui disait l'entreprise, ce n'est que le profit. Donc il se passe quelque chose. Maintenant, il faut que de manière concrète, ça s'inscrive à la fois dans des coalitions et dans des outils financiers. Je pense que ce sont les 2 axes vraiment importants. Merci Mathias. Alexandra, une question pour vous encore. Est-ce que la région Île-de-France propose des aides financières aux acteurs de la restauration collective pour s'approvisionner localement ? Alors, on va toujours accompagner des entreprises qui proposent un projet de développement où il peut y avoir une dimension comme ça, évidemment, d'approvisionnement local.
moi, dans ce que je gère à la région, on va aider les agriculteurs à produire plus de local. Et d'ailleurs, juste pour rebondir avant de revenir sur la question, c'est qu'il faut aussi que les actes politiques suivent aussi les discours, sans vouloir faire de politique ici. Quand on dit le bio, etc., effectivement, pour faire de la conversion au bio, il y a une aide à la conversion nécessaire et une aide au maintien au bio. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a au moins besoin d'une aide au maintien. Or, typiquement, sur des sujets comme ça, nous, région, on est obligé de prendre le relais d'un État qui se désengage de ces aides. Donc il y a un moment, il y a des modèles économiques qui ne fonctionnent au début qu'avec des aides publiques, ou ça peut être des entreprises, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore trop vu, enfin, ni au niveau global que d'initiatives locales. Et donc vraiment, voilà, nous on y met les moyens et il faut qu'ils y soient. Et donc on ne se sent pas toujours aidé notamment par un État qui se veut pourtant volontaire. Donc attention. Les lois aussi, on n'en a pas parlé, mais il faut que les lois suivent là-dedans. Vous êtes d'accord, oui, pour que ça aille dans ce sens-là. Oui, ou des budgets, c'est des décisions financières qui ne sont pas simples parce que c'est toujours des choix. Mais se retirer, on envoie quand même un message, je me retire de l'aide au maintien au bio, ça n'aide pas le bio. Et donc pour revenir à la question de monsieur, oui, on va aider, on a des aides aux entreprises, et donc un projet comme ça peut rentrer dans un projet de développement d'une boîte, et donc oui, on va l'accompagner. Après, ça ne va pas être spécifiquement là-dessus, mais s'il nous propose un projet de développement avec aussi de l'emploi, on peut tout à fait l'accompagner avec des... Merci. Peut-être avant de clôturer le débat, un petit mot de la fin pour chacun d'entre vous. Louise, à vous la parole. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour conclure ce débat ? Il y a un alignement de planète aujourd'hui sur l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément de solutions de terrain qui existent pas seulement depuis la création du MOVE, qui existent depuis les pionniers de l'économie sociale et solidaire, les associations, les mutuelles, les coopératives, qui agissent sur le terrain dans le sens d'un intérêt territorial, social et environnemental. Il faut construire avec eux. Il faut aller les chercher, que ce soit au MOVE, au CORAS, à la FEI, où vous voulez. Il faut aller les chercher, il faut regarder quelles sont les solutions de terrain éprouvées. Et il faut partir du besoin local et éprouvé, modélisé par des boîtes de l'ESS. Et ensemble, on est très convaincus, la coopération, la coalition, c'est dans l'ADN des boîtes de l'ESS. Et on est là pour construire les solutions du futur et les passer à l'échelle. Alors peut-être vous, Alexandra ? Oui, moi je pense qu'on est aussi dans une période de basculement et moi, mon objectif, c'est effectivement, au niveau régional, qu'on ne retombe pas dans les vieux réflexes et qu'on avance et qu'on accélère sur certains sujets, on l'a tous dit. Les vieux réflexes peuvent revenir vite. Si je reprends le sujet de l'agriculture, j'ai des agriculteurs qui me disent non, mes clients ils sont plus là, ils sont retournés travailler, ils ont le temps de faire un saut dans les fermiers, et bon, ils retournent au supermarché. Donc il faut être très vigilant et vraiment essayer d'accompagner au mieux cette période-là de transition pour que ces effets positifs, ils restent. Et moi, ce que je retiens aussi, et je vous en remercie de cette discussion, c'est ne jamais décorréler le social et ces questions écologiques, vraiment avec la question des territoires. On a vu comment ça peut être inflammable avec les gilets jaunes qui sont partis d'une augmentation de taxes. Et donc, faut toujours se mettre aussi à la place de tout citoyen qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter du bio, qui n'a pas forcément envie de se prendre une énième taxe. Et donc, accompagner aussi ces populations, leur montrer en quoi l'écologie, ça peut évidemment améliorer leur quotidien, ça peut paraître logique, mais c'est pas toujours le cas dans certaines augmentations de taxes notamment. Donc ça, il y a un accompagnement et donc du coup une écologie beaucoup plus incitative. Moi, je crois beaucoup plus en ça, dans investir dans l'innovation, aider sur le vélo en finançant des vélos électriques. Par exemple, où on voit un mouvement et donc inciter et en espérant qu'après ça suive évidemment que le privé prenne le relais et voilà. Merci. Mathias, le mot de la fin ? D'abord, je pense qu'il faut, si tu ne l'as pas dit ça, que de le dire, plutôt construire des ponts que bâtir des murs, notamment entre les différents acteurs, et une discussion comme celle d'aujourd'hui, je trouve, est intéressante. Avec le MOVE, à la fois, on a des logiques de coopération, et par moments, le MOVE vient nous chercher sur certains sujets, confère un courrier récent avec Oxfam, pour nous demander plus en matière d'écart de salaire, plus en matière de dividendes, etc. Donc moi, je trouve que ce dialogue et le fait d'agir public, privé, association, ONG, etc., est indispensable dans le moment actuel. Et par ailleurs, je pense qu'il faut aller plus vite. Et ce que vous disiez est juste, il ne faut pas simplement attendre sur un mode réactif, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et je citerai, pardon, c'est un peu cuistre de terminer un propos en faisant une citation, mais ça me vient à l'esprit et je la trouve assez juste dans le contexte actuel.
Winston Churchill qui disait « il faut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous saisisse à la gorge ». Et je pense que vraiment, il y a urgence à, collectivement, encore une fois, différents acteurs à agir. Merci à tous les trois pour ce débat passionnant. J'ai hâte de continuer cette discussion dans les couloirs. Je crois qu'il y a un petit mot, hein, il me semble peut-être, de Nicolas pour clôturer cet échange. À vous. Merci à tous les trois et merci Émilie pour cette animation de ce WISTOC. Donc on a eu pas mal de monde qui a suivi, beaucoup de questions, on en a effectivement transmises quelques-unes, vous avez répondu avec beaucoup de précision, merci beaucoup. Un mot de la fin et en fait une vidéo pour présenter à ceux qui connaîtraient moins bien le World Impact Summit une présentation de cet événement qui est un after-movie de l'édition de l'année dernière et donc qui engage l'édition à venir en 2020 en octobre sur la place au H14 pardon, à Bordeaux. Voilà, pour conclure, parce qu'on a pris un peu de retard, je vous remercie d'avoir suivi ce live. L'événement, le World Impact Summit, la prochaine édition aura lieu à Bordeaux du 29 au 31 octobre. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes une entreprise de solutions ou une association ou un institutionnel qui porte une solution, vous pouvez à la fois être présent dans ce village des solutions qui accueille un très grand nombre d'exposants, mais également pour des tables rondes, des prises de parole, des pitchs, des ateliers, pour effectivement construire ce monde d'après qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui mais qui a été extrêmement utilisé pendant cette crise de la Covid. Donc merci de votre présence, merci une nouvelle fois de vous être déplacés pour ce live et en octobre à Bordeaux pour la suite et l'événement en direct, le sommet des solutions pour la planète. Merci à tous.